Les médias de masse, c'est le cas en France, et vous connaissez bien les médias français, font face à une perte de confiance très importante du public qui s'aggrave d'année en année. Ils sont perçus comme peu crédibles, peu indépendants, proches du pouvoir, proches des grandes fortunes. Néanmoins, leur poids demeure énorme, notamment dans les phases décisives qui sont les phases électorales. Les premiers exemples opérants de shadow banning, d'opérations militaires américaines qui étaient destinées offensivement aux adversaires des États-Unis, qui se sont retournés contre les citoyens américains, c'est pendant COVID. C'est tout à fait documenté, documentable. Je pense on n'est pas du tout dans la conspiration. On choisit de s'y intéresser ou non, mais ça existe, sans partager les points de vue de tous. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger avec eux. Et je constate que c'est très difficile, y compris pour des gens qui défendent leur originalité, leur dissidence, comme les insoumis, qui disent « nous sommes insoumis », parce qu'ils sont soumis à des dictates qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Trump a fait de sa détestation publique des médias mainstream un argument de vente. Déjà en 2016, je pense qu'il soupçonnait qu'il y avait chez une partie de l'électorat cette dissidence ou cette distance. Il faut voir que quand on sonde les Américains aujourd'hui, et c'était en octobre, juste avant les élections, c'est un électeur sur 10, en fait un Américain sur 10, qui fait totalement confiance aux médias dits traditionnels. Léa Salamé, la nouvelle présentatrice du JT du service public, c'est pas rien dans un moment de pré-présidentiel, celui que nous sommes en train de vivre, qui, s'exprimant sur la pratique de notre métier, a dit que peu lui importait la vérité, que ce qui comptait pour elle, justement, dans un entretien, le plaisir, c'était de créer un moment. C'est pas mon rôle que d'avoir un point de vue arrêté quand je reçois les gens, c'est d'avoir une conversation qui n'est pas complaisante. Je les reçois d'abord parce que je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire. Je reçois personne pour les faire taire. Parce que c'est aussi une logique, inviter quelqu'un... Ça existe dans notre profession. Exact, pour l'humilier, pour le faire taire ou pour faire la démonstration qu'il ou elle est conne. Je ne fais pas ça, je me dis pourquoi je me donnerais ce mal, d'autant que je paie avec mes propres pesos le podcast. Donc, pourquoi inviter quelqu'un qui serait urticant? Alors bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis Karim Beniclef, professeur à la faculté de droit et directeur du laboratoire de cyberjustice. Alors, je suis très heureux d'accueillir à nouveau cette année QG Média et sa directrice, Madame Aude Lancelin, pour une semaine d'échanges et de débats. Je remercie également Stéphane Bureau d'avoir accepté notre invitation. Ce partenariat entre le groupe de recherche sur le droit et l'économie politique, rattaché au Centre de recherche en droit public, et QG Média s'inscrit dans la volonté de contribuer au débat public trop souvent entaché de manichéisme. Les sociétés occidentales avancées semblent encore fonctionner sur le logiciel de la Seconde Guerre mondiale, selon lequel un combat final oppose les démocraties aux autocraties, dans un imaginaire fondé sur des alliances, des présumées communautés d'intérêt, une vision binaire du monde. Et les médias traditionnels dans nos pays ne manquent pas de reproduire cet imaginaire et se font souvent les simples porte-voix d'un discours dominant, la fameuse fenêtre d'Overton. Répétant sans cesse les mêmes arguments, faits de dénonciation, du conspirationnisme, tant et si bien qu'on se demande qui conspire à conspirer, si ce n'est les médias eux-mêmes, du populisme et d'une défense aussi soudaine que mal comprise de l'état de droit. Mais en fait, les médias traditionnels ne font que reproduire le malaise qui s'est emparé des démocraties libérales, non pas une crise de la démocratie, mais une crise dans la démocratie, pour reprendre les termes de Marcel Gauchet, une revanche du politique sur l'économique qui domine nos sociétés dorénavant privées de religion et d'idéologie. Y a-t-il une place pour le politique, c'est-à-dire la fabrication de communautés politiques autonomes,
capables de décider souverainement de leur destin pour des sociétés occidentales dans lesquelles l'irruption de l'histoire, et donc d'un avenir, s'est traduite par l'invention techno-marchande. Jusqu'à la modernité, des Lumières du XVIIIe siècle aux deux révolutions industrielles du XIXe, il n'y a pas réellement de futur sur la Terre, si ce n'est l'apocalypse, la fin des temps. La modernité a donc permis de se projeter dans l'avenir, d'avoir un futur. Mais quel est ce futur alors que les sociétés avancées sortent de la religion? La capacité de se projeter dans l'avenir, d'avoir un sens de l'histoire, en l'absence de toute croyance ou idéologie forte, passe alors par le capitalisme, la croissance, le progrès technique, une certaine vision de l'économie. Et c'est ce qui fait problème aujourd'hui, car les communautés humaines veulent avoir une prise sur leur avenir, et celle-ci passe par le retour de la prééminence du politique. Comment s'y prendre alors que les forces de la conservation sont plus que jamais arc-boutées sur le statu quo et leurs privilèges? Voilà un arrière-plan rapidement esquissé qui animera en partie nos échanges de la semaine. D'abord donc avec un entretien avec Stéphane Bureau, journaliste chevronné avec un pied au Québec et un pied en France. Ce double rattachement en fait un observateur avisé de nos sociétés. Et je suis encore une fois très heureux qu'il ait accepté notre invitation. Sans plus tarder, je vous cède la parole, Aude. Merci. Merci Karim. Et bonjour à tous. Très heureuse de poursuivre en cet automne 2025 le partenariat désormais annuel entre QG, notre média en ligne indépendant basé à Paris, et le Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Tous mes remerciements vont bien sûr à Karim Benyeclef, dont la fidélité et la confiance nous honorent au fil du temps et nous donnent le sentiment flatteur et pas trop illusoire, je l'espère, à chaque retour de l'automne, que la France et ses figures intellectuelles n'ont pas encore dit leur dernier mot. Aujourd'hui, pour inaugurer cette session, cette troisième session de l'automne 2025, j'ai le plaisir de dialoguer avec un confrère journaliste, Stéphane Bureau. Bonjour. Bonjour. Dont les états de service sont impressionnants au sein des plus grands réseaux francophones canadiens, Radio-Canada, TVA, La Presse et j'en passe. Il aurait pu être, m'a-t-on soufflé, le David Pujadas ou le Patrick Poivre d'Arvor du Québec, même si on n'ose plus trop prononcer. Sont-ils même fréquentables? Même si on n'ose plus trop citer, en tout cas, ce dernier nom. Il a fait d'autres choix, des choix inhabituels, des choix courageux. Il conçoit et anime notamment un podcast, on dit balado au Québec, en effet. Un podcast chez nous, parce que nous sommes des colonisés par les États-Unis, en fait, qui s'appelle Contact. On est divisé par une langue commune, disons-le. Quand on travaille surtout dans les deux marchés, on se rend compte rapidement que nous avons nos anglicismes, vous avez les vôtres, mais il y a cette espèce de mauvaise conscience française qui m'est souvent servie parce que nous aurions des balados plutôt que des podcasts. Mais fondamentalement, je pense que vous faites encore très bien quand vous parlez le français. Bon. J'ai réussi à comprendre en tout cas le concept du balado. Donc, il s'appelle Contact, où vous recevez en longueur des artistes, des penseurs, des auteurs, des analystes qui sont parfois peu invités ailleurs. Mais singularité de votre parcours, vous avez aussi encore un pied dans le mainstream et pas dans n'importe lequel, puisque c'est une des premières chaînes d'information en continu française, BFM TV. Vous êtes un des chroniqueurs de la matinale régulier, où vous intervenez notamment sur les sujets internationaux. Aujourd'hui, l'intervieweur est interviewé. On verra ce qu'il préfère. Ce siège, ce fauteuil. C'est souvent le cas. Une bonne façon de se cacher derrière ces questions. Oui, probablement, mais c'est aussi mon métier. Donc, je n'avais pas vocation à donner les réponses, plutôt à poser des questions, mais il se trouve que parce que je pose des questions à des gens à qui on ne pose plus des questions, on me pose des questions sur les raisons qui font que je pose des questions à des gens qui ne devraient pas être interviewés. Si vous m'avez suivi, voilà le cœur peut-être de notre... C'est tout l'objet de cette discussion. C'est pour ça que nous avons fait le choix avec Karim de vous donner aujourd'hui la parole pour une espèce d'auto-analyse journalistique. Faut-il encore croire en notre métier? Y a-t-il encore quelque chose à sauver des médias? Comment s'orienter dans la nouvelle jungle
des médias indépendants qui ont surgi dans ce chaos. C'est tout l'objet de cet entretien. Alors, on va peut-être commencer par un état des lieux rapide de la situation. Les médias de masse, c'est le cas en France, et vous connaissez bien les médias français, font face à une perte de confiance très importante du public qui s'aggrave d'année en année. Ils sont perçus comme peu crédibles, peu indépendants, proches du pouvoir, proches des grandes fortunes. Néanmoins, leur poids demeure énorme, notamment dans les phases décisives qui sont les phases électorales. Alors, quel bilan vous tirez actuellement de cette situation? Quel regard vous portez sur elle? Alors, c'est une question avec laquelle on pourrait partir pour la prochaine heure parce que c'est lourd, c'est très fécond. Déjà, la proximité n'est pas qu'une proximité quand on parle de la propriété des chaînes. C'est-à-dire que les chaînes, c'est avéré, appartiennent à des groupes puissants qui ont des intérêts. C'est davantage vrai en France, mais ça peut l'être aussi au Québec. Je bosse pour TVA, qui est associé à un grand groupe de communication. Donc, il est évident qu'il y a des intérêts et qu'on peut très rapidement, entre ce que choisit de faire M. Bolloré ou ce que choisit de faire M. Saadé, qui est le propriétaire de BFM, des lignes éditoriales qu'on peut supputer, évidemment. La question, c'est est-ce qu'on peut, à travers tout ça, continuer à garder son cap et à dire ce qu'on veut dire. À ce jour, j'ai réussi, parce que vous parliez du grand écart entre le mainstream et puis... je ne sais pas si c'est... parce qu'aujourd'hui, le mainstream, les médias dits de référence, le sont effectivement de moins en moins pour une partie du public. Et l'alternative, ben, c'est une jungle. Il y a le meilleur et le pire. Alors, je vis entre ces deux univers avec mon petit podcast. Et puis, l'idée de participer aussi, des fois, à des médias qui sont un peu différents. Mais l'essentiel de ma vie et ma manière de gagner ma vie, c'est encore aussi avec les mainstreams. J'en suis le produit. J'ai présenté le journal, j'ai porté le drapeau pour une grande chaîne, Radio-Canada. J'ai eu aussi, je ne dirais pas maille à partir, mais des différends substantiels avec Radio-Canada. Contrairement à ce qu'on me dit souvent, je n'ai jamais été congédié. La dernière fois que j'y étais, c'était en 2021. J'étais à la radio, j'avais une entente plutôt sympathique qui me permettait d'avoir beaucoup de liberté et d'agir ponctuellement. Et ça nous amènera probablement au cœur de notre sujet. J'ai eu plusieurs invités que je jugeais nécessaires, mais dans un espace où plein d'autres voix étaient entendues, qui, alors je ne peux pas dire si ça a déplu, mais qui ont été jugés, ces invités, comme un peu dissonants. Et j'ai pris, moi, la décision à ce moment-là de demander un retrait préventif pour ne pas aller plus loin dans cette relation. Il restait 1 an à mon contrat et j'ai préféré qu'on se laisse, justement avant que ces différents points de vue, différents sur... Parce qu'on me parlait beaucoup de diversité à Radio-Canada, et je conçois de quoi il me parlait quand il me parlait de diversité, mais mon contentieux, c'était qu'on n'avait pas toujours à l'antenne une incarnation de la diversité éditoriale. Il y avait des points de vue qui étaient admis, d'autres moins. Et donc, je disais oui à la diversité, celle qui est entendue par Radio-Canada, mais est-ce qu'on peut aussi étendre le concept de diversité? Et j'ai toujours accepté que le droit de gestion, c'est pas moi. C'est leur antenne, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est choisir de dire, bien, si on ne s'entend pas, plutôt que d'être en... Parce que ça devient difficile et lourd. Plutôt que d'être en bataille continuelle, on se sépare et on fait chacun nos trucs. Mais c'est probablement la première fois, pour revenir au mainstream, où moi j'ai senti qu'il était difficile dans ces circonstances-là de garder mon or et de faire ce qui me semblait utile. Alors, ce n'était pas des compromis. Je pensais qu'il y avait d'autres voix qui étaient tout à fait admises à l'antenne qu'on pouvait écouter, mais d'autres qui, et ça m'a valu d'ailleurs un jugement assez retentissant de l'Ombudsman sur l'affaire dite Raoult, et qui témoigne, quant à moi, puis je termine là-dessus, cette affaire Raoult, de l'étroitesse de l'espace éditorial, parce que 4 ans plus tard, on me parle encore de ça comme si c'était fondamental. Et pour moi, ce n'est pas du tout fondamental. J'ai parlé avec Didier Raoult à une époque où il n'était pas entendu ici, sinon que sur des médias alternatifs.
C'était une entrevue parmi des centaines que j'ai faites dans ma vie. Alors, en fait, en France, Didier Raoult a commencé à avoir la parole sur de grandes antennes comme BFM TV, et puis petit à petit, voilà, au fur et à mesure de la crise Covid, ça s'est fortement... Alors j'étais probablement en queue de comète. C'est devenu de comète. plus en plus sulfureux. Oui, c'est ça, j'étais un peu en queue de comète. C'était mai 2021 quand je lui ai parlé. Il était encore fréquentable par les grandes chaînes qui se disputaient sa parole aussi parce qu'il donnait du rendement. Il était écouté. Oui, bien sûr. Alors évidemment, il y avait une espèce d'inconfort entre la volonté de faire de l'audimat et puis cette parole qui devenait de plus en plus inaudible. Mais il incarne effectivement, à la hauteur de ma vie, cette espèce de ligne de séparation des eaux où j'ai bien compris. Puis il y en a eu d'autres. Brice Perrier. Sur le même thème du Covid. Adjacent, c'est-à-dire c'est un des premiers à avoir intelligemment, de façon sérieuse, documenté la piste du laboratoire, de la fuite d'un laboratoire à Wuhan. Absolument. Et il n'a pas été démenti. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a évidemment pas été démenti. Et la raison pour laquelle, d'abord, son éditeur était un éditeur respecté, ce qui fait que quand on a soumis que j'allais l'interviewer, parce que nos choix éditoriaux étaient davantage scrutés après Didier Raoult. Là, vous parlez toujours de Radio-Canada. Oui, tout à fait. Et quand je l'ai eu, d'abord, il a fallu qu'on me confirme qu'il était possible. Il aurait préféré que ça soit préenregistré pour qu'on puisse vérifier, ne pas être en live. Et je comprends, compte tenu de ce que nous avions vécu, c'est une précaution qui est tout à fait possible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Brice Perrier avait fait un travail exemplaire qui était à sa face même du vrai journalisme. Il y avait un président américain qui demandait à ses services de renseignement de commencer à enquêter sur cette piste parce qu'elle était de plus en plus évidente. Et malgré tout, il y avait un malaise, c'est-à-dire en amont. Et plus encore, alors je ne rentrerai pas dans des considérations très, très intimes à l'antenne, mais de façon surprenante, personne ne savait que nous allions faire cette interview. Et le matin, on a reçu 3 mises en garde, c'est-à-dire 3 messages venant de gens qui apparemment savaient et qui écrivaient à l'antenne en disant « Cet homme ne doit pas être entendu ». Pour moi, c'est un mystère total. Alors, je précise que nous avons vécu exactement la même expérience sur QG. Nous avons, nous aussi, reçu Brice Perrier très tôt, au moment de la crise Covid, mais nous avons surtout eu un gros problème, un shadow banning officiel de YouTube, après avoir reçu le professeur Christian Perron. Oui, que j'ai aussi entendu. Que nous avions pourtant reçu en débat, qui était contre un médecin réanimateur, tout ce qu'il y a de plus dans la ligne Covid officielle du gouvernement, qui lui portait la contradiction durement. Néanmoins, notre vidéo a été supprimée. Nous avons eu un ban qui a affecté notre audience pendant plus d'1 an, sinon 1 an et demi. Donc, effectivement, je vois que... Voilà. Donc, c'est intéressant. Vous citez le cas Covid comme un des thèmes qui je pense qu'il y a un avant et un après. Clairement. Dans le monde des médias, il y a un avant et un après. J'en suis absolument convaincu. Néanmoins, il n'y a pas que ce thème. Non, du tout, du tout. On en parlait un petit peu avant cet entretien. Il y a d'autres thèmes extrêmement urticants et sulfureux pour nos confrères. C'est vrai que j'ai remarqué, donc on va revenir après un petit peu à la situation des médias mainstream, et puisque nous parlons de ça, sur Contact, votre podcast, vous avez reçu des intervenants en commun, souvent avec les nôtres, comme Jacques Beau sur l'Ukraine. Vous avez reçu Charles Gab sur l'économie, la monnaie. Vous avez reçu notre ami Didier Maisto, je crois aussi, oui, tout à fait, qui est animateur sur notre chaîne. Donc j'ai envie de vous poser la question. D'abord, est-ce que c'est pour donner la parole à ce type d'intervenants que vous avez voulu développer ce format qui existait, je crois, précédemment avec des écrivains. Dans une incarnation tout à fait différente c'est ça. Pour la télé, avec des budgets conséquents. Avec de grandes signatures internationales, Mario Vargas Llosa, etc. Mais, et quel rôle vous attribuez à un média indépendant, justement? Grand, parce qu'il se trouve que ces médias indépendants sont aujourd'hui souvent, je dis bien souvent, les seuls qui ont... Alors, j'aime pas parler d'audace, parce qu'audace, ça serait de nous faire porter une espèce de courage que je n'ai pas. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus courageux dans la vie. Mais
Alors, vous m'avez posé la question très précisément, est-ce que c'est pour faire entendre ces voix que j'ai créé Contact? La réponse est non. C'est pour entendre toutes sortes de voix, pour être capable de faire cohabiter dans un même espace, et c'est très difficile, et vous allez comprendre, c'est très, très difficile, parce qu'il y a des gens qui vont s'objecter, se braquer littéralement en disant « ben non, si vous avez reçu machin, il n'est pas question que ». Ça m'est arrivé très récemment avec Manuel Bompard, donc LFI, Les Insoumis. J'étais très demandeur, et son attaché de presse n'a, en fait, jamais considéré. Elle est allée à l'intitulé de la dernière capsule, qui était avec une Québécoise, ex-sexologue, Jocelyne Robert, et qui a émis des opinions sur la communauté trans, et particulièrement sur la transaffirmation chez les enfants. Elle a eu tout un toin-toin, pardonnez le néologisme, avec son ordre professionnel, a choisi de le quitter. Elle n'avait jamais parlé officiellement depuis que cette affaire était arrivée. Et elle a accepté de venir conjointement à mon émission de télé à Télé-Québec et à Contact. C'est une parole qui m'intéressait. Alors voilà un exemple. Pourquoi? Parce que sa parole m'intéressait. Elle ne détient pas la vérité, mais c'est une parole... Et qui d'ailleurs a beaucoup d'impact. À chaque fois, je constate qu'il y a un appétit énorme parce qu'il y a cette impression, et ça vient justement avec une pensée gainée dans les mainstreams, une impression que parce qu'on fait taire des voix, il y a une vraie volonté de censure et un public qui dit « mais pourquoi? Pourquoi? » Donc, quand ils se retrouvent ailleurs, ces voix. Et parce que, donc, c'était le dernier épisode et qu'on voyait... Peut-on parler de la question trans posément? Je pense que c'est le titre. Et l'équipe de Bompard a, ipso facto, arrêté de me parler. Enfin, arrêté d'échanger, silence radio. Mais les choses ont été dites franchement ou vous l'avez deviné? D'abord, j'avais un intermédiaire qui, des fois, démarche pour moi à Paris et qui, lui, travaille dans un média où il a besoin de garder les coups des franges. Il s'est fait insulter. Tu imagines, tu nous mets en contact avec un réactionnaire pareil. Alors, je leur écris en disant « mais de quoi vous me parlez? Est-ce que vous avez écouté déjà l'entrevue? » Et je suis convaincu, donc, au fond, convaincu que ça n'avait pas été écouté, le titre avait suffi. Et ça me chagrine parce que j'espérais justement qu'on puisse, non pas faire en sorte que se réconcilient des gens qui ne pensent pas la même chose, mais qu'à tout le moins, une tribune puisse donner la parole également à des gens qui ne pensent pas ensemble. Et c'est très difficile, c'est très, très, très difficile. Alors, oui, moi, c'était mon espoir d'entendre des paroles divergentes, des paroles plus rares, mais aussi des paroles archi-mainstream. Jacques Attali, on ne peut pas être plus haut, ou Alain Minc, que j'ai reçu, on est au cœur du cercle de la raison. Le cercle de la raison, il a été cartographié par Alain Minc. Il en est d'ailleurs le gardien, impitoyable. Il a le copyright, et puis il fait son petit pipi tout autour du périmètre. Ça, je ne sais pas. Excusez-moi, je suis peut-être trop coloré, ou odorant, ou malodorant. Mais tout ça pour dire que j'étais très heureux. Je devrais enlever toute, comment dirais-je, couche d'ironie quand je parle de Minc. Il a voix au chapitre, il est ce qu'il est. Et on n'a pas nécessairement surtout les mêmes points de vue. Mais en même temps, ce n'est pas mon rôle que d'avoir un point de vue arrêté quand je reçois les gens. C'est d'avoir une conversation qui n'est pas complaisante. Je les reçois d'abord parce que je pense qu'ils ont quelque chose à nous dire. Je reçois personne pour les faire taire. Parce que c'est aussi une logique. Inviter quelqu'un... Ça existe dans notre profession. Exact, pour l'humilier, pour le faire taire ou pour faire la démonstration qu'il ou elle est conne. Je ne fais pas ça. Je me dis pourquoi je me donnerais ce mal, d'autant que je paie avec mes propres pesos le podcast. Donc, pourquoi inviter quelqu'un qui serait urticant? Alors, sans partager les points de vue de tous, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir échanger avec eux. Et je constate que c'est très difficile, y compris pour des gens qui défendent leur originalité, leur dissidence, comme les insoumis, qui disent « nous sommes... insoumis, parce qu'ils sont soumis à des dictates qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Nous connaissons aussi la question sur Je suis désolé, je suis bavard, mais... Où nous recevons, voilà, bien sûr, des députés insoumis, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours Je pense que ça sera M. Coquerel qui viendra en lieu et place. Ce n'est pas toujours facile de les faire dialoguer avec toutes sortes d'interlocuteurs. Et c'est vrai qu'au-delà de la France insoumise, à gauche, il y a un très fort sectarisme idéologique qui, quant à moi, est malheureux. Oui, que je regrette profondément, tout comme vous. D'autant que je viens, on parlait tout à l'heure
ici, je viens d'un univers balisé par mon père qui était plutôt à gauche, qui était plutôt professeur de droit progressiste, formé à Lyon. Nous étions, alors je n'ai pas de souvenir précis de ça, mais en 1968 sur les barricades. Ils ont, mes parents, perdu leur droit de vivre où on vivait à Lyon parce que nous avions été vus là-bas. Donc, en plus, je n'ai pas d'a priori particulièrement négatif. Je ne suis pas ultra ni de droite ni de gauche, mais la gauche historique m'intéresse et elle est d'ailleurs souvent absente. La gauche culturelle d'aujourd'hui, pour moi, n'incarne pas la gauche avec laquelle j'ai été élevé, ou les valeurs de la gauche qui étaient celles de mes parents. Alors, il en reste. Évidemment qu'il en reste. Des figures souvent marginalisées, justement, dans les médias. Alors, vous le disiez à l'instant, hein, vous financez vous-même Contact, et vous vivez grâce aux médias mainstream. Donc, on le sait très bien, les limites des médias alternatifs, c'est aussi qu'ils ont moins de financement, moins de poids, moins d'audience, de facto, et que dans les périodes cruciales pour la vie d'un pays, comme le sont les élections, leur poids est évidemment moindre. Par ailleurs, c'est faux aux États-Unis. C'est-à-dire que ce que nous avons vécu en 2024 est, je pense, un moment aussi pivot, très important, avec une stratégie électorale ourdie longtemps en amont avant la campagne par l'équipe de Trump et par Trump lui-même. Je pense que Feu Charlie Kirk aussi a beaucoup joué auprès du président, du candidat Trump, pour qu'il mène une campagne bruyamment en marge des mainstream. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de porter sa parole sur des médias alternatifs, mais aussi de se réclamer de ce qu'il était en dissidence avec les mainstream. Et c'est, je pense, une ligne électorale qui a été très, très, très payante pour Donald Trump que de faire la guerre au mainstream. Alors là, les podcasts, les médias alternatifs sont devenus de puissants vecteurs électoraux. Alors effectivement, c'est une question que je voulais vous poser, je vous en remercie. C'est vrai que Donald Trump a vraiment été élu contre les médias mainstream. Je crois qu'on peut... En 2016 comme en 2024. On peut le dire. Bon. Est-ce que en France, une situation pareille peut un jour se présenter, sachant tout de même que la spécificité de Donald Trump, c'était d'être porté effectivement par des courants alternatifs, mais d'être lui-même quand même une figure connue, médiatique, ultra médiatisée, même pas une figure de l'establishment, mais d'un certain establishment quand même new-yorkais. Oui, et je répète, il y a là aussi sur le fond et la forme une différence substantielle. Trump a fait de sa détestation publique des médias mainstream un argument de vente. Déjà en 2016, je pense qu'il soupçonnait qu'il y avait chez une partie de l'électorat cette dissidence ou cette distance. Il faut voir que quand on sonde des Américains aujourd'hui, et c'était en octobre, juste avant les élections, c'est un électeur sur 10, en fait, un Américain sur 10, qui fait totalement confiance aux médias dits traditionnels. 1 sur 10. Et je pense que c'est peu ou totalement, c'est 40%. Donc, ça fait beaucoup, c'est un vrai marché, disons-le, que Trump avait flairé, d'électeurs, de citoyens qui sont en rupture de banc avec les médias traditionnels. Alors, est-ce que c'est applicable à la France? À ce jour, je ne vois pas beaucoup de politiques un peu Mélenchon, mais qui est toujours très heureux de se rallier aux propositions qui lui sont faites par les grands médias. Et puis, je ne vois pas le Rassemblement national, surtout pas Jordan Bardella, se priver de ça. Je pense qu'il est gourmand même de cette tribune qui lui est donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que les médias dits traditionnels, l'exemple pour moi le plus récent en date, c'est Sarah Knafo, qui est de Reconquête, qui est aussi Madame Zemmour. On découvre qu'elle fait de l'audience. Mes camarades à BFM, mon camarade Guillaume Daret, il y a 10 jours, me dit « C'est fou, on a fait nos meilleurs scores. » J'ai dit « C'est fou dans votre entendement à vous. » C'est-à-dire qu'il y a évidemment un marché, il y a le tiers de la France qui est, je dirais, clairement de cette opinion. Vous leur donnez
BFM donne de la place au Rassemblement national. À Reconquête un peu moins, mais au Rassemblement national, très certainement. Ouais, mais au niveau électoral, ils ne sont pas à la même marche. Évidemment pas. Et c'est vent debout contre le Rassemblement national. Alors, je n'ai pas d'opinion à avoir sur le Rassemblement national, mais quand on parle de démocratie et de l'arc républicain, c'est absolument irréconciliable. On ne peut pas imaginer dire, comme on l'a fait, et pour moi c'est délétère justement pour le pacte démocratique, comme on l'a fait aux États-Unis un temps, si vous adhérez à cette thèse, vous êtes de mauvais citoyens, vous n'êtes pas assez qualifiés. J'ai vécu ça ici, avec un camarade qui n'en est pas vraiment un, universitaire patenté, qui a le monopole de la parole sur les choses américaines, et qui, dans un débat à la radio, enfin même pas un débat, on était tous les deux ensemble en binôme pour commenter les élections, m'a ni plus ni moins traité de fasciste parce que j'aurais été dessus en 1933 qui aurait rien fait pour empêcher Hitler d'être élu. Je disais, écoutez, je ne peux pas me substituer aux Américains, on était avant les élections, ils feront ce qu'ils ont à faire, c'est pas à moi de décider ce que les électeurs américains vont... Et la réponse était, donc j'imagine qu'en 1933, non. Mais si l'alternative, c'était qu'il fallait tuer Hitler en 1933, donc qu'il faut tuer Trump aujourd'hui, je dis, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Et je suis vraiment pas ironique, je n'ai pas de réponse à ça, je suis resté bouche bée. Puis j'hésite à en parler parce que je n'ai pas envie, comment dirais-je, de régler. Pour moi, ce n'est pas un compte personnel que j'ai envie de régler. Sur le fond, et au total, je sors rarement gagnant de ces échanges, c'est-à-dire que je suis l'exalté. J'ai pas compris. Je suis resté bluffé et ça nous ramène à la question, encore une fois, je m'excuse, je fais beaucoup de circonlocutions, mais sur la question française, je ne vois pas en ce moment de politique qui choisirait. Je pense que fondamentalement, malgré toute votre capacité de mobilisation dans la rue, la France est beaucoup plus conformiste que ne l'est une grande partie de l'électorat américain. Et je ne vois pas de politique qui ferait ce pari de dire doigt d'honneur à la presse, je vais au contraire lutter contre vous, bec et ongle. Alors ils le font un peu, mais je vais lutter contre vous, je vais vous bouder et je vais aller porter ma parole ailleurs. Je ne vois pas ça en ce moment en France. Je ne vois pas le rassemblement qui, au contraire, se mainstreamise. Oui, c'est dans une logique de notabilisation. Exactement. Absolument. Alors, le soir de mon arrivée à Montréal, j'entendais des journalistes canadiens à la télévision, en plateau, se plaindre beaucoup de la trumpisation du débat public chez vous, qui, dans leur esprit, était apparemment synonyme de brutalisation, fascisation, cannibalisation totale par les problématiques américaines. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Alors, je serai là-dessus court. Je ne sais pas de quoi on parle. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce qu'on dit. Peut-être que mon entendement n'est pas adjacent au leur. Je ne sais pas de quoi... Alors, je comprends très, très bien ce qui se passe aux États-Unis. Il y a effectivement une radicalisation. Il y a un sans-gêne du personnage Trump. Il est certainement aux manettes, comme on a rarement vu quelqu'un le faire. Pour tous ceux qui craignent le deep state, je dis ne vous inquiétez pas, on est dans le overt state. Il dit ce qu'il fait, l'annonce, et il n'y a rien qui se déroule, il y a rien qui se déroule en coulisses. Est-ce que c'est violent? Il n'y a absolument aucun doute. Est-ce que l'histoire des 25 dernières années politiques aux États-Unis est violente? Absolument. Elle l'est beaucoup. C'était fait autrement. Et il y a des passe-droits qui étaient tolérés. Je n'ai pas à juger du pourquoi, mais M. Brennan, qui a été longtemps patron de la CIA, a menti au Congrès, on le sait tous, plus d'une fois. Et je le montre du doigt parce que c'est facile. Mais il a menti au Congrès, on le sait. Dans l'affaire Snowden, sur les écoutes des Américains, qui quand même est fondamentalement très, très, très inquiétant, il a menti aux sénateurs qu'il espionnait ou que ses services espionnaient, enfin, le personnel des équipes du comité chargé de surveiller la CIA. Ce sont des accros substantiels et pourtant, il n'a jamais été inquiété. Pour moi, c'est une forme de violence, c'est-à-dire quand une agence du gouvernement peut espionner ceux qui sont chargés au nom du peuple
de les surveiller, il y a quelque chose de costaud. Et c'est vrai depuis toujours. On parlait de COVID tout à l'heure, je pense que et vous parliez de shadow banning, ben, les premiers exemples opérants de shadow banning, d'opérations militaires américaines qui étaient destinées offensivement aux adversaires des États-Unis, qui se sont retournés contre les citoyens américains, c'est pendant COVID. C'est tout à fait documenté, documentable. Je pense que on n'est pas du tout dans la conspiration. On choisit de s'y intéresser ou non, mais ça existe. Le Global Engagement Center, je pense, du département d'État et d'autres officines ont interagi très directement avec les plateformes. Alors peut-être pour notre plus grand bien, peut-être que c'était souhaitable que des voix soient éteintes ou qu'on baisse le niveau du volume du son sur certaines voix. Je voudrais toujours savoir comment les apprentis sorciers décident de ce que cette voix et de cette voix-là sont audibles ou pas audibles. Mais on sait que ça s'est fait. Et c'est violent, ça aussi. C'est quand on fait en sorte que des gens ne puissent plus s'exprimer ou qu'ils pensent l'être entendus et qu'ils ne le sont plus. Alors, c'est une violence douce, mais quand même. Puis il y a de la violence violente aux États-Unis, de la violence politique, des assassinats politiques, il y a toutes sortes de choses. Alors, on revient donc, je m'excuse, mais à la question, je n'avais pas d'opinion sur ce qu'eux pensent ou ce qu'ils disent quand on parle de la Trumpisation. Moi, je pense que Trump met en scène de façon grotesque par moments, caricaturale, des puissances qui agissaient autrement et en coulisses, aussi dans l'histoire américaine. Est-ce que ça a déjà été aussi évident at face value comme il le fait? On aura, dans les derniers jours, rappelé le congédiement d'Archibald Cox, qui était enquêteur spécial, procureur spécial dans l'affaire du Watergate, et que le président avait voulu faire congédier, puis son procureur général a refusé, puis le numéro 2 a refusé. Finalement, il y a Larbin en troisième position qui a dit « Parfait, oui, patron ». Mais depuis, on n'avait pas beaucoup vu ça. Mais dans le cas du débat public, c'est évident qu'il change la dynamique complètement, Trump. Il n'y a pas d'espace pour faire semblant. C'est cash. Et ça peut être inquiétant aussi, du reste. Je ne suis pas à penser qu'en tout, il est... Enfin, en bien des choses, il n'est pas exemplaire. Mais c'est surtout pour moi un formidable révélateur de l'hypocrisie d'une certaine classe politique qui, longtemps, faisait des choses sans qu'on le remarque trop. Alors, vous avez rappelé à juste titre, et on en a parlé, que Donald Trump avait été élu, et c'est vraiment un tournant dont il faudrait tirer les leçons chez nous aussi en France, contre le système des médias dominants. Néanmoins, ceci reste encore extraordinairement puissant, chez nous notamment, au niveau continental, ça c'est absolument certain. Il y a moins d'une semaine, Bernie Sanders écrivait sur le réseau Instagram, c'est tout le sel de la chose d'ailleurs, qui appartient à Mark Zuckerberg, il écrivait la chose suivante: le top 5 des hommes les plus riches du monde sont tous des propriétaires de médias, des actionnaires de médias. Il a cité en l'occurrence Musk, Zuckerberg, Bezos, Larry Ellison. Il n'a pas cité Bernard Arnault, mais il aurait pu le faire. Et il en tirait la conclusion suivante: l'oligarchie contrôle entièrement ce que les Américains sont capables de voir, d'entendre et de lire. Ça vous inspire quoi? Que c'est faux, parce qu'il y a beaucoup de médias alternatifs aujourd'hui. L'écosystème est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine et qu'on aurait pu l'imaginer il y a 20 ans. Donc oui, la presse traditionnelle, dite de référence, est aujourd'hui entre les mains d'un petit nombre de joueurs. Sinon que ces joueurs ont aussi adapté leurs pratiques. Je pense à Jeff Bezos au Washington Post, qui clairement voulait créer des dispositions différentes et nouvelles de la part du futur locataire de la Maison-Blanche et qui a un peu changé la ligne éditoriale du Washington Post, qui est un peu moins offensive à l'endroit de Trump. Elle l'est toujours. Mais c'est normal. C'est normal que les médias soient critiques, que soient les premiers arbitres, j'aime pas tellement, mais les premiers à détecter ce qui ne va pas, et particulièrement quand on est au pouvoir. Trump candidat et Trump président, c'est pas du tout la même chose. Qu'il y ait un niveau d'exigence sur ce qu'il fait, critique, je suis tout à fait favorable, mais c'est vrai qu'au moment de la campagne, comme en 2016, comme en 2020 et comme en 2024, je pense qu'il faut être
sourd et aveugle pour ne pas prendre la mesure de ce qu'évidemment, il n'avait pas la faveur de ces grands médias, à part le New York Post et puis du bout des lèvres un peu le Wall Street Journal. Mais c'est évident que les dés étaient jetés. Mais en même temps, le paradoxe, qui n'en est peut-être pas un, c'est que du point de vue de Trump, c'était tout bénéfice. Que plus il était détesté par les médias dits traditionnels, plus il savait qu'il était en train de faire son lit électoral avec succès. Donc, il n'était pas dupe non plus de ce que c'était pour lui extraordinairement payant. Alors, pour avancer un petit peu dans la discussion, vous avez un pied dans les deux mondes, hein. Je le rappelais en introduction, puisque vous travaillez pour une grande chaîne mainstream française, mais en même temps, vous êtes aussi dans l'écosystème alternatif. Beaucoup de journalistes, hein, aujourd'hui, ou d'anciens journalistes, fondent leur propre plateforme, des podcasts, leur chaîne YouTube ou sur Substack. On assiste véritablement à une explosion, hein, du nombre de micro-médias, ou en tout cas de petits médias indépendants. L'avenir, c'est quoi selon vous? Est-ce qu'on va, d'après ce que vous sentez, vers une fragmentation totale, ou est-ce qu'on va à un moment donné vers une reconfiguration, justement, sur d'autres bases idéologiques? Alors, la fragmentation, je pense qu'on la mesure et on la voit particulièrement aux États-Unis, où il y a un vrai marché. C'est-à-dire que cette fragmentation peut récompenser certains de ses acteurs. Bari Weiss n'est certainement pas le pire des exemples, avec sa plateforme qu'elle vient de vendre à M. Ellison, dont vous parliez tout à l'heure, en fait à CBS, mais par la bande à M. Ellison. Et là aussi, il y a une ligne éditoriale agissante, c'est-à-dire qu'elle a vendu pour 200 millions ce qui était une start-up il y a 4 ou 5 ans, et elle a bossé très fort, très, très fort, aucun doute, mais elle risque aussi d'avoir, je dis, c'est pas un risque, elle sera récompensée en plus des 200 millions de dollars par un rôle éditorial déterminant à CBS. Et ce rôle éditorial, il est absolument indissociable de ce que M. Ellison et son père pensent du rôle que doit jouer la presse derrière Israël. Donc, il y a absolument, il faut être, enfin, encore une fois, sourd et aveugle pour ne pas comprendre que l'arrivée de Bari Weiss à CBS, probablement, c'est aussi le renforcement d'une politique éditoriale qui, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est leur sou, mais qui est dans un contexte où, pour la première fois, on voit des fissures dans cette unanimité pro-israélienne aux États-Unis. C'est nouveau. Dans les médias, dans l'opinion publique, c'est plus que des fissures, d'ailleurs, c'est de grosses lézardes. Et même de grandes figures trumpistes comme Tucker Carlson, qui pose des questions qui auraient été interdites il y a encore quelques années. Mais c'est en fait le retournement le plus surprenant, quant à moi, dans l'écosystème trumpien ou trumpiste. Megyn Kelly, Carlson et quelques autres. Charlie Kirk, qui était un des premiers à poser jusque quelques heures avant sa mort des questions sur ce que les intérêts les meilleurs des États-Unis étaient servis par cette alors, eux ne disaient pas inféodation, mais d'autres le disent, de l'appareil militaire américain, de la puissance américaine au service d'Israël. Encore une fois, je ne fais que rapporter ce qui se disait tout bas et qui se dit aujourd'hui tout haut. C'est révolutionnaire, c'est révolutionnaire. Et pour Trump, c'est problématique aussi. C'est probablement au cœur de ce qui est le plus dangereux dans son socle de supporters idéologiques, s'il fallait qu'il y ait une rupture sur la question. Est-ce qu'il n'est pas en train d'en tirer justement les leçons en mettant la pression sur Netanyahou? On verra quelle pression. Au moment où on se parle, ils sont peut-être encore... Moi, normalement, je devrais les écouter. Et quand l'entretien sera diffusé, oui, on verra si le plan en 21 points... moi, je pense que de la coupe aux lèvres, il y a encore beaucoup, beaucoup de distance avant qu'on trouve une solution à Gaza. Mais c'est franchement intéressant et important ce qui se passe là. C'est le souci, moi, que j'ai souvent quand je discute de ces choses ici et ailleurs, c'est qu'on est incapable de se mettre dans la peau ou sinon dans les chaussures des Américains et de penser comme eux ou d'essayer de voir le monde tel qu'ils voient. On juge moralement les Américains parce qu'on est
au Québec, par exemple, très différent. Les valeurs collectives du Québec sont radicalement différentes. C'est un peu aussi vrai de la France. Donc, on projette toujours ce que nous sommes sur ce qu'ils sont. C'est une erreur gravissime. On ne peut pas comprendre comment... Et ça fait 10 ans qu'on fait la même erreur d'appréciation, c'est-à-dire qu'on vomit Trump et ce qu'il représente en pensant que c'est une manière de regarder les choses puis peut-être de se défendre. Bien, pas du tout. Il faut, à minima, essayer de comprendre de quoi ça procède. Et je dis ça parce qu'il faut être très attentif à ce qui se passe dans sa base sur la question israélienne. Parce que c'est un des incontournables quand même de la vie politique américaine que cette puissante association entre Washington et Jérusalem depuis toujours. Alors, ils ont trouvé leurs intérêts et puis je pense qu'Israël sait très bien faire valoir ses intérêts. Mais là, il y a quelque chose qui est tout à fait nouveau, surtout dans la frange conservatrice. C'était historiquement Bernie Sanders, tout juif qu'il est, qui incarnait une forme de résistance ou de capacité à soulever des questions. Donc, c'était une frange à gauche du Parti démocrate qui faisait ça. Et là, soudainement, dans la tente MAGA, et comment vous expliquez ça, d'ailleurs, ce revirement au sein de MAGA, de la base MAGA? Moi, je pense que c'est le prolongement naturel et appliqué du Make America Great Again. Est-ce que nos intérêts les meilleurs sont parfaitement et toujours alignés sur ceux d'Israël? Je pense qu'il y a des gens qui sont allés au bout de la proposition de Trump. Est-ce que les milliards que nous investissons... Quand on entend ou on commence à entendre des gens dire « Comment se fait-il qu'on aide ce petit pays à la hauteur où on le fait? » Et encore une fois, je fais très attention, parce que je pense que c'est parfaitement légitime qu'une partie de la classe politique veuille être solidaire d'Israël. Mais quand des citoyens disent « On est à aider ce pays où tous les Israéliens ont un système de santé exceptionnel, public et gratuit, et que nous n'en avons pas un chez nous. » Alors, ça peut être un argument parfaitement démagogique, mais quand on se met à entendre ça aux États-Unis, chez certains commentateurs, je dis « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé que je n'entendais pas il y a 5 ans, il y a 10 ans. » Et c'est peut-être donc cette idée de où sont nos intérêts servis dans cette équation. Vous êtes dans les deux mondes, je le répète, dans le mainstream et dans l'alternatif. Où est-ce que vous prenez le plus de plaisir? Et quel est, alors c'est peut-être un petit peu délicat par rapport à votre employeur actuel, mais qu'est-ce que vous pouvez faire dans une des pratiques que vous ne pouvez pas faire dans l'autre? Et qu'est-ce que vous en tirez comme plaisir complémentaire? Je pense que c'est bien dit, plaisir complémentaire. D'abord, l'espace qui m'est donné dans l'un ou dans l'autre n'est pas exactement le même, donc je prends l'espace qui m'est donné. Mon premier mandat à BFM était de commenter la politique et l'actu américaine. Je suis leur consultant aux États-Unis. Je ne m'y sentais pas imposteur. Je pensais pouvoir apporter en tout cas un éclairage, je ne sais pas s'il est compétent, mais appuyé sur une réelle expérience. J'ai vécu dans ce pays, je le connais, j'étais correspondant là-bas. Et c'était le meilleur moyen. Aujourd'hui, je commente l'actualité française, alors avec plus de circonspection. J'ai des collègues, puisque vous connaissez très bien Laurent Neumann, avec qui je travaille tous les matins, qui sont franchement encyclopédiques. Il est remarquable, il a une connaissance. Alors, j'y suis aussi un peu comme je suis à l'école, sincèrement. Quand on parle de plaisir, je les regarde, je les écoute. C'est une autre manière aussi de travailler. Alors là, on n'est pas du tout dans l'éditorial, on est dans, comment dirais-je, le plaisir quasi adolescent d'aborder une nouvelle vie, d'essayer quelque chose de nouveau, d'être aux premières loges d'une organisation que je ne connaissais pas bien, avec une manière de travailler qui n'est pas la mienne ou qui n'est pas celle des Nord-Américains. Alors, je dirais qu'il y a un plaisir ludique à être en apprentissage, à intégrer une nouvelle bande de copains. Alors, la question que vous me posez, c'est est-ce qu'éditorialement, vous pouvez faire ce que vous faites, par exemple, à Contact? Non, mais je n'ai pas encore non plus la responsabilité de présenter une émission et de faire l'interview. Et Apolline et moi avons souvent des points de vue assez différents sur la manière de mener les choses. On a eu quelques moments chauds et puis elle a été remarquablement solidaire. Dans un échange en particulier sur la question, sur le plateau. Les sujets? Oui, sur le plateau. La façon d'aborder? Oui.
On a eu quelques moments où j'ai, moi, en tout cas, pris l'initiative de poser des questions qui n'étaient peut-être pas bonnes à poser à ce moment-là. Vous pouvez prendre un exemple? Oui, c'est le retour des corps des enfants Bibas en Israël, qui était une question évidemment à Paris, et je le comprends, très sensible. On parle, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc d'otages qui sont morts en détention, qui sont peut-être même morts au moment où ils ont été pris en otage le 7 octobre. Et il y avait une attente que je comprends douloureuse de la part des familles en Israël. Et c'est un moment cathartique pour plusieurs que la remise des corps des deux enfants, puis il y avait la mère aussi. Et sur le plateau, le jour où ça se passait, j'avais un vis-à-vis qui, pour faire simple, n'était pas nécessairement un représentant de la Palestine, à qui j'ai dit simplement, je suis parfaitement synchronisé avec l'émotion que nous ressentons tous, sincèrement. Mais on sait de qui il s'agit. Il y a des photos. Ils ont une histoire, ils ont un destin, on les connaît. On a pu développer de l'empathie pour cette famille, pour ces victimes, parce que ce sont des victimes. Mais à côté de ça, on a des milliers d'enfants qui sont morts dans l'indifférence totale. On dit toujours, oui, évidemment, Gaza, mais, j'ai simplement dit, on est capable de faire l'impasse sur des destins, des vies que nous ne connaîtrons jamais parce que leurs photos n'ont pas été publiées, il n'y a pas eu cette solidarité. Et je ne reproche pas à ceux qui étaient solidaires des enfants Bibas d'avoir bien fait ce qu'il fallait faire, de mobiliser les foules, de faire en sorte qu'on n'oublie pas, qu'on reconnaisse leur visage, qu'on soit indigné de ce qui leur est arrivé. Mais on ne peut pas non plus, à chaque fois, faire comme si c'était parfaitement équivalent. Et ce moment était un moment de profond malaise. Et je ne le revendique pas d'ailleurs comme un succès, parce que ce n'est pas mon plateau. C'est pour moi je suis là et je peux témoigner de ce que j'ai des collègues de travail qui ont été exemplaires. Apolline a été exemplaire, mon producteur a été exemplaire, mes collègues, mais ça a créé un vrai moment. Avec qui, alors? Avec qui? Ben, les réactions sur les réseaux. Non, sur les réseaux, ça a été jugé de très mauvais ton. Et il est possible que... Vous étiez face à un porte-parole de Tsahal? Non, ce n'était pas de Tsahal, c'était Société civile en France. Mais peut-être que j'aurais dû choisir un autre moment. Je reconnais aussi qu'il y a des moments où il faut agir et d'autres moments où il ne faut pas agir. C'était peut-être pas parfaitement le bon moment, mais donc on est comme on est. Puis je pense que ça devait être entendu. C'était mon... En fait, je ne sais même pas si c'est un point de vue. Je pense que c'est un rappel utile. Mais j'ai créé un malaise. Et puis, donc, on parlait d'espace. J'étais soucieux d'avoir embêté des gens qui me font confiance, parce que c'est ça aussi dans une équipe, dans une cordée. Puis toutes les cordées ne sont pas les mêmes. Ma cordée petite et courte à contact que je contrôle, ben, c'est pas la même que la cordée qui m'a pris à BFM. Donc, je dois faire gaffe, non pas parce que je mesure le danger de ma parole, mais parce que je mesure l'impact que ça peut avoir sur des collègues. Parce que ça en a. Rien n'est gratuit aujourd'hui. Ça nous éloigne du plaisir, tout ça. Mais le plaisir, c'est... En même temps, ça en dit long sur cette simple anecdote sur l'état des médias en France. Parce que le simple fait de rappeler l'existence de 20 000 morts et d'enfants, de femmes dans un conflit et qu'on ne puisse pas le faire sans soulever une vague d'indignation. Alors, il y a eu les deux. Il y a eu les deux. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des gens qui étaient très heureux que je le fasse, puis d'autres qui étaient indignés. Puis on ne fait jamais ce métier pour avoir des gens qui nous applaudissent ou d'autres qui nous détestent. Certains, si. Moi, mais j'ai jamais eu cette envie, c'est-à-dire de... idéalement, moi, j'ai quitté un peu le téléjournal parce que je présentais le journal. C'était pas un acte de modestie, parce qu'on ne fait pas ce métier si on est modeste ou si on n'est pas un peu narcissique. Donc, je plaide coupable à tout ça. Mais j'avais l'impression que le rôle du présentateur était souvent plus important que que les sujets qu'il présentait. Et que la rencontre du présentateur avec un politique devient aussi importante par le fait que ça soit le présentateur. Alors, je ne dis pas qu'il est possible ou même souhaitable d'être neutre, insipide, mais dans un monde idéal, moi, je pose des questions, c'est drôle, c'est sérieux, il se passe quelque chose.
Mais le sujet, c'est le sujet. C'est ce dont on parle. C'est pas moi, et ça ne devrait être jamais moi. Et dans ce cas-là, il y avait effectivement des gens pour applaudir, et je n'ai pas envie d'être applaudi d'aucune manière. Alors justement, on a une journaliste en France, et pas des moins connues, puisqu'il s'agit de Léa Salamé, la nouvelle présentatrice du JT du service public. C'est pas rien hein, dans un moment de pré-présidentiel, hein, celui que nous sommes en train de vivre, qui, s'exprimant sur la pratique de notre métier, a dit que peu lui importait la vérité, que ce qui comptait pour elle, justement, dans un entretien, le plaisir, c'était de créer un moment, qu'il y ait un moment au cours de l'interview qui frappe, qui choque à tous les sens du terme l'esprit des gens. À quel moment vous, lorsque vous faites un entretien, que ce soit dans Contact ou sur une grande antenne, vous vous dites là j'ai vraiment réussi quelque chose? Quand je suis parfaitement convaincu, ça s'exprime toujours clairement dans les yeux de mon invité, que cette personne dit quelque chose qu'elle n'avait pas encore formulé avant. Quand la personne en face de moi a pensé en dehors de ce qu'elle a patiemment cultivé comme territoire de réponse payante, acceptable, quand je vois quelqu'un qui, devant moi, pense en temps réel, réfléchit avec moi, et qu'on n'est plus à mesurer nos effets, mais à vraiment, ensemble, essayer de faire émerger quelque chose. Ça arrive. On a cité tout à l'heure Marcel Gauchet. Moi, j'ai eu avec lui, avec Christophe Guilluy l'an dernier, des moments franchement d'harmonie. C'est-à-dire que il y a une certitude de part et d'autre. Natacha Polony aussi, où on est capable de saisir un petit quelque chose et on pense ensemble. On crée un peu de neuf. Ça, c'est, pour moi, c'est le moment. C'est mon moment buzz. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est transparent pour ceux qui nous écoutent ensuite, mais moi, je le sais. Quand ça arrive, qu'il se passe quelque chose et qu'il y a de la valeur ajoutée. On vient de créer quelque chose qui n'avait pas été entendu, qui n'avait pas été réfléchi dans ce registre-là avant. Et ça me plaît. La question du moment. Alors, ça peut être accablant ou pas, c'est-à-dire que je comprends très bien que, puis j'ai fait le même métier qu'elle, puis je le fais encore. J'étais en fin de semaine à enregistrer 3 émissions pour la télévision publique, des plateaux ici. J'ai vécu des moments. J'ai fait une partie de mon émission samedi soir avec des gens de la première génération arrivée au Québec dans la vague qui a fui Saigon en 1975. C'est le 50e anniversaire de l'arrivée au Québec de la première vague de migrants vietnamiens, des boat people. Alors, il y a eu des moments. Il y a vraiment eu des moments. Et je le sais parce que c'était des émotions qu'on a vécues avec un public en plus. Puis j'étais très content qu'on ait ces moments. Est-ce que c'était galvauder quelque chose? Je ne pense pas. Mais c'est peut-être aussi à ça qu'elle pensait. Alors, jamais aux dépens de la vérité. De la vérité, évidemment. Si c'est aux dépens de la vérité, on fait du théâtre, on fait autre chose, puis on se met dans une autre dimension. On fait du stand-up. Exact. Mais ça, ce qui ne veut pas dire qu'on soit toujours dans la vérité. Je me suis trompé, je me suis corrigé, j'ai souvent fait amende honorable à l'antenne, pas parce que de mauvaise foi j'ai choisi de dire le contraire de la vérité, mais j'ai dit des bêtises ou je me suis trompé. Sur des erreurs factuelles ou sur, oui, souvent sur des erreurs d'analyse? Sur des erreurs d'analyse, c'est plus difficile de faire la démonstration. En tout cas, à ce jour, moi, j'ai assez confiance à ma bonne foi. J'en doute pas trop. Mais la différence entre l'erreur factuelle et l'erreur d'analyse, c'est que l'erreur d'analyse, c'est quelque chose qui nous fait évoluer. Donc, on ne se voit pas tellement changer. C'est comme engraisser sur 25 ans. Quelques grammes tous les jours à la fois, on ne s'en rend pas compte. Puis finalement, on est autre chose que la personne qu'on fréquentait 40 ans plus tôt. Mais c'est la même chose avec les erreurs d'analyse. Ou la vérité qu'on trouve peut-être après avoir changé. Alors, j'ai changé. Je ne suis pas le journaliste que j'étais en 2003 quand j'ai quitté le journal, clairement. Je ne sais même plus si je suis journaliste, mais enfin, je ne suis plus la même personne. Et quant à moi, pour le mieux. Après, il y a des gens pour dire non, c'est pas pour le mieux. On vous préférait quand vous étiez autre chose. Bon, j'espère que nous avons vécu un moment aujourd'hui. De mon point de vue, c'était parfait. Merci beaucoup. En tout cas, pour moi, c'était un moment. Et je pense que pour les auditeurs de QG, ce sera vraiment la découverte, qu'il y a encore des journalistes qui font vraiment leur métier. Alors, je saurai bientôt
chez mes amis à BFM si l'écoute de QG aura un impact sur mon destin professionnel. Voilà. Alors, si vous êtes convoqué par Rodolphe Saadé... Non, je ne penserai pas. J'ai encore de bons copains, mais bon. Je termine là-dessus. Vous nous tiendrez au courant. Oui, mais en fait, je ne sais pas pour vous, mais je suis fataliste. C'est-à-dire que je me suis résigné, il y a plusieurs années, à ce que mon destin pourrait m'échapper un jour. Et que si c'était ça, ben, ça sera ça. Je reviens à la bonne foi. Moi, je pense avoir été de bonne foi. Si des gens estiment que ce que je fais ou je me suis dit, c'est aujourd'hui possible. C'est tout à fait possible. D'autres ont vécu. Si vous pouvez vous épargner certains mauvais moments que j'ai connus, je ne les souhaite absolument pas. Je connais beaucoup de gens qui les ont connus. Puis je vous dirais qu'à mes heures ici aussi, ça a été peu sympathique. Je ne l'ai encore régulièrement pas. Mais j'ai une espèce de fatalité où je me suis dit, ben, c'est ça, il y a un élément de nos destins qu'on ne contrôle pas du tout quand on fait nos métiers. À moins, évidemment, d'être toujours dans une performance contrôlée, c'est-à-dire en ayant toujours une espèce de surveillant qui contrôle la parole, alors un peu, minimalement, pour éviter les dérapages, mais autrement, il n'y a pas de plaisir et je préfère avoir du plaisir à dire ce que je pense avec le risque que ce que je pense soit coupable. Merci beaucoup Stéphane Bureau. Les gens peuvent vous retrouver sur la chaîne YouTube de Contact. Tout à fait, contactmedia.com. Facilement. Et puis voilà, une bonne raison, peut-être la dernière bonne raison de regarder BFM le matin. Vous saurez me le dire. Merci. Merci.